Hello les rêveurs, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le bilan de mes lectures du mois d'août 2018. Alors, encore une fois, comme l'année dernière, le mois d'août a été chargé en lecture. J'ai lu pas mal de choses. J'ai bien moins lu que l'année dernière, puisque l'année dernière, j'avais lu 18 romans numériques et papier confondus. J'ai moins lu cette fois-ci, j'ai une douzaine de romans à vous présenter. Et on va dire que ça va tourner... Et du coup, j'ai 16 bouquins à vous présenter, puisqu'il y a aussi 4 mangas que j'ai lus entre deux, voilà. J'ai pas mal de choses à vous raconter, j'ai pas lu que des romans, voilà. Donc c'est parti, je vais vous faire un petit bilan de tout ça parce que ça a été un mois un petit peu particulier. Je vous avais laissé le mois dernier avec L'amour entre deux rives de Marine Yenzer, je ne sais pas comment on dit. Donc aux éditions France Loisirs Nouvelle Plume. Je ne referai pas d'avis là-dessus, je vous ai même mis une icône parce que voilà, j'ai revendu le livre et il est actuellement dans un paquet. Il attend de pouvoir être expédié. Donc voilà, je vous laisserai aller voir la dernière vidéo que j'avais faite, le bilan lecture de juillet 2018, si vous voulez avoir mon avis plus détaillé dessus. Après L'amour entre deux rives, je me suis plongée dans la shop France Loisirs que j'avais fait aussi à l'époque. Il s'agissait de Du Gang des Prodiges, tome 1 de Marissa Meyer, donc aux éditions PKJ. C'est le tome 1 du Gang des Prodiges. Et c'est un roman que j'ai beaucoup apprécié. J'aime déjà beaucoup ce que fait Marissa Meyer. Jusqu'à maintenant, elle ne m'a jamais déçue dans ses histoires. Et là, j'ai pris plaisir à me plonger dans cet univers qui me faisait penser en fait à X-Men. Et par contre, là, j'ai eu une petite frayeur parce que quand j'ai commencé l'histoire, j'ai retrouvé en fait les schémas de X-Men et je me suis dit j'espère que ça va pas être un copier-coller parce que ça serait juste trop nul. Et en fait non, au fur et à mesure l'histoire se détache, il y a des comparaisons qu'on peut faire, des similitudes si vous voulez, parce que forcément ce sont des mutants si on veut, voilà, des super-héros. Et il y a des parallèles qu'on peut faire qui me font penser à X-Men, mais l'histoire est différente, notamment dans le fait que Nova a un pouvoir particulier et qu'elle va se faire passer pour une super-héroïne alors qu'elle est une super méchante. Et voilà, enfin, il va y avoir des tas de choses, ça va changer un peu sa manière de penser aussi. Et la fin, que j'avais pourtant vu venir, m'a quand même beaucoup plu et m'a donné vraiment envie de lire le tome 2. Donc voilà, c'est un gros bouquin, enfin, c'est une bonne brique qu'on prend plaisir à lire. Et même si on voit les pages passer quelque part, enfin, on sent que c'est un bouquin, on prend plaisir à rester dedans plus longtemps que dans un roman qui aurait été plus petit. Et du coup, c'est chouette, il n'y a pas de manque. On arrive à la fin, on est content d'avoir fini cette brique et en même temps, on a envie de connaître la suite. Donc voilà, c'est vraiment... C'est encore une fois un univers que je vous conseille parce que c'est bien étoffé et que je pense que le tome 2 va nous offrir encore beaucoup de choses. Juste après cette lecture, j'ai terminé ma toute première, on va dire, vraie lecture en audio. Il s'agit de La Ville orpheline de Victoria Hislop, donc chez Audiolib. Donc je crois que c'est Amazon qui fait ça. Donc ça fait quelques temps que j'essaye en fait les livres audio. J'ai essayé avec les bouquins de Gilles Le Gardinier, mais pour moi ça comptait pas vraiment parce que c'était une autre manière de découvrir des histoires que je connaissais déjà et je voulais tester voilà un autre support. J'ai beaucoup apprécié mon expérience et là pour la première fois j'ai testé un roman que je n'avais encore jamais lu. Et sachant que tous les bouquins de Victoria Hislop étaient dans ma wishlist, et bah, j'ai décidé de me lancer dans La Ville orpheline et ça a été une expérience super intéressante. J'ai pas mal apprécié, j'ai écouté ça dans ma voiture principalement à coup de 10-20 minutes, 10-20 minutes comme ça, suivant ce que j'avais comme temps. Et ça a été une histoire vraiment intéressante, prenante, beaucoup plus difficile que L'île des oubliés. Ça m'a vraiment, ça m'a travaillé en fait. Victoria Hislop, elle fait des histoires qui sont très, très poussées, avec des personnages, enfin il y a un côté psychologique qui est très très poussé. Et en fait, La Ville orpheline, je ne me souviens plus le nom de la ville, ça se passe en Grèce, je ne sais plus. Bref, c'est une ville voilà, qui est en plein essor et puis qui va accueillir des grands hôtels et qui va se retrouver en fait en zone de guerre entre des Turcs et des Grecs et et les gens qui y habitent en fait vont subir voilà, de nombreux revers, y compris ceux qui avaient des grands hôtels et puis qui pourtant étaient fortunés. Et de fait, l'histoire, on suit les personnages et ça a été haletant, ça a été prenant. J'ai eu beaucoup de compassion pour les personnages, même ceux qui à la base, enfin, pour lesquels on pouvait ne pas éprouver de compassion, parce que Victoria Hislop a su créer quelque chose, voilà, puis la voix, je vous mettrai le nom, je ne me souviens plus exactement ce que c'est le nom de la narratrice de l'histoire. Elle a ajouté quelque chose voilà, qui m'a touchée quand même pour cette histoire et je me suis laissée embarquer. Au départ c'était un petit peu bizarre parce qu'il faut imaginer,
Et puis après, ben voilà, je m'y suis faite pendant que je conduisais, des fois je regardais l'appareil, enfin la radio, puis j'étais là, non, sérieux, c'est ça qui se passe. Oh bon, bref, j'étais toute seule dans mon délire, et ça a été du coup une expérience plutôt sympathique de lecture sous un autre format. Donc je vous conseille déjà La Ville orpheline si vous ne l'avez pas lu, parce que c'est une histoire qui est enrichissante, même si elle est dure, et les livres en audio, parce que c'est une expérience plutôt sympa en fait au final. Après ça est arrivée la période où je devais quand même commencer à liquider les bouquins que j'avais achetés à la kermesse. Vous vous souvenez la grosse pile à lire que j'avais engrangée pendant le mois de juin. Alors, j'ai voulu commencer par les bouquins que j'avais le moins envie de lire, c'est-à-dire les bouquins qu'on m'avait un petit peu posés sur les bras en me disant il faut que tu lises ça. Et le premier qui est passé à la casserole, ça a été L'été meurtrier de Sébastien Japrisot aux éditions de Noël, si je ne dis pas de bêtises. Ça doit être ça. De Noël, exactement. Donc c'est une vieille édition, la couverture est pas très jolie. J'avais accepté parce que j'ai lu quand j'étais au collège, il me semble, ou au lycée, Un long dimanche de fiançailles du même auteur. J'avais bien apprécié. Ils ont fait un film que j'ai regardé aussi. Ils ont fait aussi un film de L'été meurtrier, mais j'ai pas aimé. C'est un thriller. Dans ma tête, ça m'est pas venu à l'idée que c'était un thriller et que ça pourrait ne pas me plaire. J'ai accepté de lire parce que j'avais lu Sébastien Japrisot dans un autre style et ça m'avait plu. Et de fait, si je reconnais l'immense talent de Sébastien Japrisot, il a réussi à coller à la psychologie de ses personnages. Ça a été horrible comme lecture. Horrible. Je n'ai pas supporté les personnages, c'était malaisant au possible. Et il a fallu que j'arrive à la fin et qu'il y ait des lecteurs qui me disent va jusqu'à la fin pour que tu puisses comprendre pourquoi les personnages ils sont comme ça, pour que ça passe. Ça passe pas, hein. Mais pour que enfin je trouve une explication, parce qu'au bout de 100 pages, j'étais là, il faut que j'arrête là, ça va pas, je me sens mal à l'aise, même en dehors du bouquin, rien qu'à y penser. Donc c'était compliqué, en même temps, voilà, c'est un thriller, c'est fait pour créer un malaise chez le lecteur. Moi je comprenais pas ce qui se passait, c'est pas mon style habituellement. Donc voilà, c'est pas une expérience que j'ai envie de renouveler rapidement, au contraire. Donc voilà, ça m'a servi d'expérience pour le moment, même si j'admets tout à fait, très bien, que Sébastien Japrisot a un vrai talent pour ça, qu'il écrit très bien, qu'il a réussi à coller, parce qu'ensuite, en plus, on suit chaque personnage quasiment de l'intrigue, chacun à son tour. Mais du coup, ça a été vraiment bizarre d'être dans la tête de certains personnages, je l'avoue. Et tout est très bien construit, c'est juste pas mon kiff du tout. Mais à part ça, pour ceux qui aiment le thriller, je pense que ça peut être super intéressant de le lire et c'est vraiment bien écrit. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Après ça, j'ai voulu taper dans un truc doudou, un truc beaucoup plus sympa. J'ai regardé un petit peu dans toute ma palle et j'avais eu la chance, le bon esprit peut-être, de trouver une lecture qui correspondait tout à fait à l'esprit de ce que je voulais lire après ça. Donc je me suis plongée dans En voiture Simone de Aurélie Valogne aux éditions du Livre de Poche. Alors voilà, cette fois-ci ça parle en fait à la base en auto-édition, je crois que ce livre s'appelait Nos adorables belles-filles. Aurélie Valogne, elle écrit de manière très légère, très tout ça, et effectivement je me suis beaucoup plu dans cette histoire que j'ai lue, je crois, en une journée, qui m'a fait vraiment un bon coup de fraîcheur et c'est vraiment ce que je recherchais. En fait, on a des parents qui ont tous leurs enfants sont un peu sont maqués. Soit ils sont mariés, soit ils sont en couple, et puis bah du coup il y a les belles filles. Et ça se passe pas très bien avec le beau-père, qui a toujours une remarque à faire, qui se pense drôle, qui ne l'est pas, qui est blessant au final. Enfin, et la maman elle commence à en avoir ras-le-bol et elle va pas faire, enfin elle va un peu mettre tout en dessous et puis ça va être le temps des remises en question, toujours avec beaucoup d'humour et beaucoup de fraîcheur. Et ça m'a vraiment plu, voilà, c'est un tout petit bouquin. J'avais beaucoup aussi aimé Mémé dans les orties, mais j'ai encore plus apprécié En voiture Simone. Et j'ai hâte de pouvoir lire d'autres bouquins d'Aurélie Valogne, mais vraiment, si vous pouvez, n'hésitez pas parce que c'est très frais, c'est prenant, ouais, ça vous file le smile, ça vous file la pêche. Et franchement, par contraste avec ma précédente lecture, c'était juste un pur bonheur. Après ça, retour à des trucs que j'avais pas très envie de lire, mais bon, je me suis dit que j'avais pris une dose de courage, une dose de fraîcheur, j'étais capable de faire un peu des montagnes russes. Je me suis donc lancée dans l'abîme du temps de H.P. Lovecraft, donc aux éditions Folio SF, enfin collection SF. Voilà. Pardon, je regarde un petit truc derrière. Alors, en fait, dans l'abîme du temps, c'est un recueil de 5 nouvelles plus ou moins longues qui parlent en fait d'une conception. Voilà, Lovecraft, il a écrit aussi des trucs par rapport à Cthulhu, par rapport à des trucs comme ça, et ce sont en fait des nouvelles qui parlent un petit peu de ces origines-là. C'est marqué SF, mais c'est un peu de l'horreur.
Et effectivement, la première, la deuxième, la troisième, bon, ok, c'était intéressant quelque part, j'ai trouvé ça assez intéressant, c'était de l'horreur SF, ok. Admettons, ça, sur les possibles origines de la Terre avec, pas les humains, ni n'importe quelle, avec comment dire, une forme de vie qui viendrait d'une autre planète, beaucoup plus évoluée que la nôtre, évidemment, et dont les traces seraient découvertes par des gens de notre civilisation, de notre époque, enfin du XXe siècle. Et voilà, et à la fin, j'ai passé combien, presque une semaine dessus. Dans les derniers soirs, j'avais tendance à pas être très à l'aise dans le noir. Donc voilà, ça a été intéressant à lire. Voilà, je connaissais pas Lovecraft, c'était la première fois. Voilà, on m'avait dit que c'était un petit peu amusant de lire ce qu'il lisait. Alors oui, non. Voilà, c'est des trucs, c'est pas du tout mon style. Mais j'ai trouvé ça intéressant d'un point de vue oui, culturel, littérature. Voilà, je me suis instruite. Et ça a été intéressant. En plus, il écrit plutôt bien. Des fois, c'était un peu lourd. Mais ça fait partie du style et quelque part, ça collait avec ce qu'il avait décidé de donner comme cadrage à ses histoires, puisque ce sont souvent des chercheurs qui ont décidé d'aller explorer l'Antarctique. Et puis voilà, donc du coup, ça reste dans le style très factuel. Mais du coup, c'est encore plus effrayant parce que c'est très factuel et on pourrait croire que ça existe. Mais voilà, ça a été une chouette expérience, même si je la renouvellerai pas. Pas tout de suite en tout cas. Peut-être dans 10 ans, dans 20 ans, je sais pas. Mais pas tout de suite. Même intéressant, mais voilà. Après ça, retour à quelque chose qui était voilà aussi destiné à être un peu plus léger. Celui-là, je l'avais pas choisi, on m'avait dit c'est sympa. Et effectivement, j'avais vu les affiches de films et je m'étais dit, allez, on tente. Je me suis donc plongée dans La guerre des boutons de Louis Pergaud. Donc là, c'est une édition de Folio, une vieille édition de Folio, voilà, il est bien vieux. Il est bien vieux. Et j'ai commencé et j'ai tout de suite apprécié le ton de Louis Pergaud qui, voilà, qui se prend vraiment pas au sérieux, mais qui fait attention à son lecteur et qui lui dit attendez, on va raconter cette histoire vraiment un peu comme ça se vivait à l'époque, donc il va y avoir des gros mots, ça, voilà, il va y avoir des blasphèmes, enfin des trucs qui ne se font. Les petites mamies, les petites bigotes, sauter les pages, ça sera plus simple parce que là, voilà. Et du coup, ça a été super drôle à lire parce que c'est raconté par des enfants qui étaient beaucoup plus sans filtre qu'à l'époque, enfin, que nous on l'était quand on était jeunes, et ça se peigne, ça, ça se bat. Enfin, pour tous ceux qui ont vu La guerre des boutons, vous comprendrez. Pour tous ceux qui ne connaissent pas, bon bah voilà, là, ils sont cul nus sur le truc parce que le but c'est qu'il y a deux clans qui se battent entre deux villages et que la rançon, quand ils arrivent à en capturer un, et ben c'est qu'il lui enlève tous ses boutons. Tous les boutons, les lacets, les machins, il lui enlève. Et du coup, c'est super drôle parce qu'en plus, on apprend pourquoi il y a cette guerre qui sévit depuis des années et des années. Ça va donner des conflits, comment les enfants vont réussir à se battre, à trouver des stratégies, à faire ça au nez à la barbe de leurs parents, parce qu'ils sont quand même une quarantaine, à construire une cabane, voilà. J'étais super dans l'histoire, jusqu'à ce que, à la page 192, je vais vous approcher ça, à la page 192, j'arrive à la fin de la page, et j'arrive là, et c'est pas la fin, c'est pas la suite, parce que là c'est la page 225. Il me manquait 30 pages. 30 pages. Je me suis retrouvée comme une nouille, à pas savoir ce qui se passait, parce que voilà, je pouvais pas continuer comme ça, hein, voilà. Donc, j'ai fait un petit emprunt en ce début du mois de septembre, et j'ai pu finir l'histoire. Donc, je vous reparlerai encore une fois au mois de septembre, enfin pour mon bilan de septembre, de La guerre des boutons, puisque j'ai pu finir avec cette édition-là, cette histoire que j'avais commencé avec ça. Mais tout ça pour dire que ça a été super sympa jusqu'à la fin, que c'était très très ludique, voilà, très pas canaille, mais ça a été enfantin et d'une autre époque, et ça a été super sympa à lire. Mais voilà, j'ai été méga frustrée en plein milieu de ma lecture et j'ai dû m'arrêter pendant 2 semaines. Donc voilà. Voilà, à ce moment-là, de ma frustration, j'ai décidé que il me fallait autre chose pour me remettre. Parce que là, en plein milieu d'un livre, vous faites forcer de m'arrêter parce qu'il me manquait 30 pages. Voilà, j'ai voulu quelque chose, j'allais partir en vacances, je voulais pas commencer un gros bouquin que je serais obligée de me trimballer, je voulais juste emmener ma liseuse. Alors entre-temps, j'ai décidé de commencer donc les mangas que j'avais commandés, que j'avais achetés, donc les tomes 1 et 2 de Perfect World, de Rie Haruga aux éditions Akata. J'ai kiffé, j'ai trop kiffé. Je les ai lus en une soirée, les deux, et j'ai été touchée vraiment par la notion de handicap, par la sensibilité qui se dégage, par les dessins qui sont magnifiques. J'essaie de vous montrer un petit peu les planches à l'intérieur. Bah, vous voyez par exemple par là, je
trouve que les dessins sont super jolis et l'histoire est vraiment réaliste et touchante parce que c'est vrai, enfin ça aborde les problèmes du couple, mais ça aborde aussi les difficultés d'insertion dans la société pour une personne handicapée moteur, les limitations qu'elle a au niveau de ses perspectives d'avenir et de relations aussi, donc c'est juste hyper touchant. Et en plus de ça, enfin, ça suffit pas qu'on veuille dépasser ça, il faut de l'amour, il faut du travail aussi dans le couple. Et moi, j'ai juste totalement adhéré à ça. Donc voilà, à tel point que j'ai commandé les 3 tomes suivants que je vous ai déjà présentés dans le book haul. Et que j'ai lu, en fait, je vais les présenter maintenant, ça sera plus simple. J'ai lu dans la foulée, dans le mois. Je me suis retenue pour pas les lire trop vite. D'ailleurs, il me reste le 5e à lire. Parce que je sais que si je le finis, je vais commander les 2 tomes suivants, ceux qui sont parus tout de suite. Donc j'essaye de me restreindre. Mais voilà, j'ai lu les tomes 3 et 4 aussi au mois d'août. Avec toujours ce même plaisir évident, ce déchirement quand ça va pas, quand on voit que ça prend un tournant qu'on n'a pas envie, et en même temps c'est tellement addictif parce que c'est pas facile et c'est trop beau, et les planches elles sont toujours aussi belles et ça fait rêver, et c'est... Ah, voilà, je pourrais en parler longtemps. C'est vraiment un livre qui parle du handicap avec beaucoup de justesse, qui aborde des sujets, enfin... voilà, enfin, ça aborde les problèmes d'incontinence, ça aborde des choses, voilà, avec beaucoup de naturel, enfin... Ça doit être dit. Et je trouve, par rapport à ce que je vis dans mon travail, j'ai trouvé ça juste excellent, quoi. Parce que c'est dit avec naturel, voilà, c'est dit. Mais l'histoire d'amour, elle continue quand même. Et c'est top. Et voilà. Et je vous le conseille vraiment. J'ai hâte de lire le tome 5. Et le 6 et le 7 après. Donc voilà, je suis vraiment contente qu'une histoire comme ça ait pu paraître en France. Donc n'hésitez pas, ça vaut vraiment le coup. Après ça, ben voilà, c'était les vacances. On est allé chez mon copain et son papa m'a prêté un livre, m'a dit il faut que tu lises ça. Et effectivement, c'est un bouquin que j'ai lu en une après-midi. Ça s'appelle Haine de 7 ans de Robert Ferraris, donc aux éditions Bord du Loup. J'ai plus le bouquin, donc voilà, je vous mets l'image. Et en fait, c'est l'histoire, l'histoire des seigneurs de Savoie. Une guéguerre qui a duré pendant 7 ans, pendant la période médiévale. Et là où ça a été super intéressant pour moi, c'est qu'en fait, la Savoie, à l'époque, allait de la Gruyère, en Suisse, enfin, de la ville Gruyère, en Suisse, jusqu'à peu près à Bourg-en-Bresse, en recouvrant encore toute une zone, voilà, mais tout le bassin lémanique dans lequel j'habite a été mentionné. Il y avait même le château de la ville où j'habite. Je suis hyper fan de ce genre de trucs, ce qui fait que maintenant, comme je connais un peu les lieux, la topographie, tout ça, ça a été juste hyper intéressant. Et quand on me parle de trucs, je dis ah ouais, c'est vrai que ce seigneur-là, il en a fait des crasses à bidule. Et on voit que c'est toutes les crasses qui ont pu être faites historiquement, qui a donné des trucs, mais des trucs de malade. Sur 7 ans, ça venait juste du fait qu'il y avait des petites querelles entre deux qui habitaient sur le même rivage, enfin on va dire l'un en face de l'autre sur le lac Léman, et que pendant une soirée, il y en a un, il a fait cocu l'autre. Ça se base sur ça, et on se dit c'est pas possible. Juste, enfin pas juste ça, mais les conséquences que ça peut avoir et la vengeance qui peut être fomentée pendant je sais pas combien d'années, historiquement, R.R. Martin là, George R.R. Martin avec Game of Thrones, il a absolument rien inventé, hein. Il a absolument rien inventé. En France et en Suisse, là, on était super fort pour faire des trucs totalement alambiqués. Hein. Ça, les morts, les machins, les complots. Waouh! Sérieux! À ce point, ça... J'ai été passionnée par l'histoire qui s'est faite, en plus qui est racontée plutôt bien, à la fois entre le côté romancé, enfin si vous voulez, voilà, écrit dans un roman de fiction, et avec les faits. Donc voilà, ça a été juste super sympa, c'était une super chouette découverte, et maintenant j'ai juste eu qu'une seule envie, c'est faire le tour de tous les châteaux qui ont été mentionnés dans toute l'histoire. Donc voilà, si vous pouvez, n'hésitez pas. Si vous êtes intéressé par les histoires un petit peu, comment vous dire, pas du coin, mais voilà, si historiquement ça vous parle, n'hésitez pas parce que c'est juste trop cool. Un petit peu sans le vouloir, ensuite je suis restée dans cette thématique, pardon, de guéguerre. Enfin de guéguerre, non, de guerre tout court. Je me suis plongée dans la version illustrée de l'Iliade, donc d'après Homère, de Gillian Cross et Neil Packer aux éditions Grund. Alors pour une raison très bête, c'est que dans ma palle ça dépassait et que ça me stressait. Voilà, j'en avais marre que ça dépasse, donc je me suis lancée dans la version illustrée, qui est vraiment top, qui a des dessins qui sont très beaux, et à ma plus grande joie,
c'est une version raccourcie de l'Iliade. Ça m'arrange. Ça m'arrange franchement parce que quand je suis arrivée à la fin, j'ai fait mais ils sont cons, enfin, sérieux, tout ça pour ça. Mais ça a duré combien de temps leur truc? C'est pas possible. Voilà, ça a été intéressant à lire. Je suis contente de ne pas avoir eu à lire le machin comme ça, mais à lire la version illustrée, c'était bien. Je me suis parfois perdue entre les personnages au début, mais voilà, ça a été une version illustrée plutôt sympa à lire. En plus de ça, ce qui a été vraiment super intéressant, c'est qu'à la fin, il y a un petit fichier qui nous dit est-ce que c'est une histoire vraie, et qui nous apprend en fait où était la ville de Troie, ce qu'elle était vraiment. Et voilà, du coup, je suis ressortie plus informée sur ce genre de truc, et ça c'est top. C'est vraiment ce que j'aime. Pédagogiquement, ça a été cool. Et en plus, j'ai fait un petit sum-up, un petit résumé. Voilà, j'ai eu un petit résumé de cette grande guerre qui a fait un livre comme ça. Donc voilà, pour moi, ça a été une bonne expérience, même si clairement, je suis contente d'avoir lu la version résumée et non pas la version comme ça. Voilà. Et c'est tout ce que j'avais à dire sur cette version illustrée que je vous enjoins largement à lire. Après ça, je suis retournée à de la romance contemporaine et je me suis plongée dans Promets-moi encore de Caro Emmeline aux éditions, je crois que c'est NH, enfin bref, il me semble que c'est Harlequin. Alors, c'est l'histoire en fait de Cassandre et Maxime qui sont tombés amoureux quand ils avaient 18 ans, un été où ils étaient en fait saisonniers. Et ils se sont fait la promesse, parce qu'ils savaient qu'ils n'habitaient pas au même endroit en France, ils se sont fait la promesse que si jamais ils n'arrivaient pas à se voir régulièrement, et ben ils se retrouveraient toutes les années, je crois que c'est le premier week-end de juin de chaque année, dans une capitale ou dans un lieu emblématique du genre Barcelone, Paris, Berlin, New York, voilà. Et la première année, en fait, Maxime ne tient pas sa promesse pour des raisons qui lui sont propres et pour des raisons qui sont propres à Cassandre aussi. Et il y a un gros malentendu et ils ne vont se revoir en fait que plusieurs années plus tard, alors que voilà, ils se sont manqués pendant plusieurs années, ils ont perdu le contact. Mais les sentiments sont toujours là, sauf que désormais, ils sont tous les deux, chacun en couple. Et Maxime a pris un autre tournant dans sa vie par rapport à ce qu'il pensait faire au niveau des projets quand il était avec Cassandre. Et il va débarquer à Londres et en fait son chef c'est le copain de Cassandre, donc quand ils vont se rencontrer ça va faire un gros foutoir dans leur vie. Ils vont plus savoir ce qu'ils font, s'ils doivent donner une deuxième chance à cette histoire ou s'ils doivent sauver leur couple déjà. Et voilà, ça a donné une histoire très forte, assez difficile parfois à lire, on sent qu'il y a beaucoup d'émotions. Mais ça a été une chouette lecture que j'ai lue assez rapidement et que j'ai quand même pris beaucoup de plaisir à lire. Et peut-être que j'essaierai d'autres romans de Caro Emmeline plus tard, mais en tout cas ça a été une chouette découverte pour moi. Bon, je vais essayer de pas être trop bavarde parce que c'est vrai que ça commence à faire beaucoup de bouquins et beaucoup de parlotte, donc voilà. Mais rassurez-vous, c'est bientôt fini. Après ça, je me suis plongée dans Au pays des kangourous de Gilles Paris aux éditions Don Quichotte. Alors, en fait, Au pays des kangourous, c'est l'histoire de Simon, voilà, qui un jour va retrouver son papa dans le lave-vaisselle. Il est tout seul avec son papa parce que sa maman, qui travaille chez Danone, travaille essentiellement en Australie, donc elle revient pas souvent. Et il a un lien compliqué avec sa maman, Simon, parce qu'elle veut. Enfin, on a toujours l'impression, d'après ce qui est décrit, qu'elle est en train de le repousser. Du coup, il vit essentiellement avec son papa et son papa, en fait, va faire une dépression. Et le jour où il retrouve son papa dans le lave-vaisselle, ça marque voilà, c'est le point de non-retour. Et donc son papa va être interné pour soigner sa dépression. Et Simon va lui rendre visite avec sa grand-mère Lola chez qui il a emménagé. Lola est un petit peu loufoque. Voilà, c'est une grand-mère un peu spéciale. Et il va faire la rencontre aussi de Alice. Non, de Lily, pardon. De Lily, qui est une enfant autiste, un peu particulière d'ailleurs, mais qui va lui apprendre beaucoup de choses sur ce qu'est la dépression et sur ce qu'est en fait ce mal qui ronge son papa et comment l'aider, comment réussir à avancer. Il va nouer une amitié avec elle qui est juste très touchante, même si je suis assez curieuse de voir comment est perçue en fait l'enfant autiste là-dedans, parce qu'elle est capable de beaucoup déjà et elle parle beaucoup pour une enfant autiste. Mais voilà, c'est parce que je travaille aussi avec des personnes autistes et que des personnes avec un trouble du spectre autistique, et je trouve qu'elle a beaucoup à dire et beaucoup de choses. Elle est très claire dans ce qu'elle dit, enfin,
J'aurais bien aimé l'avoir plus en situation que tout le temps avec Simon et voilà. Mais c'est ma curiosité personnelle et professionnelle qui prend le pas là-dessus. Ça a été une histoire que j'ai pris beaucoup de plaisir à lire, qui est très touchante, qui est un peu dure aussi parce que ce sont des thématiques difficiles quand même, hein, la dépression, tout ça perçu par un enfant. Et il a des mots qui sont très très beaux, des images qui sont très très belles, très touchantes et poétiques et innocentes quelque part. Et qui pourtant sont criantes de vérité. Et Gilles Paris a eu vraiment une sensibilité là-dessus que je loue quelque part et que je trouve merveilleuse. Et si vous n'avez pas encore lu ce bouquin, foncez parce que c'est vraiment chouette. C'est pas larmoyant, c'est pas voilà, ça vous touche au cœur, mais c'est un récit qui est plein d'espoir et qui reste très très lumineux. Et voilà, nous abordons enfin le dernier livre entier que j'ai lu pendant le mois d'août. Il s'agit de 1984 de George Orwell aux éditions Penguin-Kin. Alors en fait c'est 1984 en français. C'est un bouquin que j'ai tenu à lire en anglais et franchement, je crois que j'ai bien fait. Parce que rien qu'à voir le résumé que j'ai lu sur Livre Addict en français, ça rend pas du tout de la même manière, hein. Déjà la simple phrase Big Brother is watching you. Je crois que c'est Big Brother te regarde. On en parle. Voilà. Ça ne peut pas rendre comme en anglais. Voilà. Et puis même toutes les factions qui sont faites en 1984, ça rend pas du tout... Ouais, il n'y a pas du tout la même connotation qu'en anglais. Ce qui est dommage. Mais c'est un bouquin qui est super intéressant parce qu'en fait, si vous voulez, c'est un bouquin qui a été écrit dans les années 50 sur l'année 1984. Potentiellement. Donc c'est une espèce de dystopie de l'époque de 1950 et ça a été super intéressant parce que si on se met dans l'idée que si on était en 1950, comment ils percevaient 1984, c'est super intéressant parce que là, en fait, il y a un moyen de pression et de surveillance de tous les instants et de manipulation mentale qui est un truc de fou. Ça m'a bluffé, je suis déjà bluffée d'avoir réussi à aussi bien comprendre l'anglais, mais le langage n'était pas très compliqué au final et ouais, j'ai été prise avec Winston qui est un personnage qui m'a plu quelque part. Physiquement, voilà, il a aucune grande qualité, c'est pas un grand héros, mais il réfléchit et il essaye de se révolter contre le système. Et au final, on sait prendre sympathie avec lui parce qu'on se voit qu'il est un peu le seul rouage qui arrive à penser malgré tout. Et ça a été super intéressant, voilà, j'aurais plein de choses à vous dire, je crois que j'ai développé un petit peu mon avis sur Instagram, pas beaucoup, mais j'ai été assez bluffée par comment c'est poussé et en même temps la fin qui nous laisse, mais... Ok, il a fallu que je la mâche, je crois que je suis encore en train de la mâcher pour essayer de la comprendre correctement, de l'intégrer. Ce sont des fins pas ouvertes, mais c'est des fins qui tombent comme un couperet et qui vous font voir l'histoire presque d'une autre manière. Et cette fois-ci, ça a bien marché avec moi et vraiment, ça a été une chouette expérience. Je suis très contente de l'avoir lu et je sais que ça n'aurait pas été la même chose en français. Donc je me félicite. Non, je suis très contente de l'avoir lu en anglais. Si vous pouvez le lire en anglais, même si vous l'avez lu en français, n'hésitez pas parce que vraiment l'ambiance n'est pas du tout la même. Et ça donne quelque chose de très... Ouais, il y a une ambiance très spéciale et assez unique à ce bouquin et ça vaut le coup d'essayer. Dernier bouquin que j'ai à vous présenter et sur lequel je passerai de manière très très rapide puisque en fait je l'ai fini je l'ai commencé le 31 août au soir et j'ai dû lire quelque chose comme 10%, c'est-à-dire l'équivalent de, je sais pas, 30 pages, même pas. Donc j'ai passé les moments difficiles de l'histoire et ensuite voilà, j'ai profité du début du mois pour plonger pleinement dedans. Mais en fait, je me suis plongée dans Enfin toi de Molly Macadam, c'est là aussi aux éditions NH. Et pour vous faire un petit topo, un petit résumé, c'est l'histoire en fait de Grey. De Grey qui a perdu son fiancé 3 jours avant le mariage et qui a beaucoup de mal à s'en remettre. Et je suis en train de me demander comment il s'appelle son copain déjà. Enfin pas son copain, d'ailleurs je sais même plus comment il s'appelle son copain. Et en fait son meilleur ami l'aide à se relever comme il peut. Parce que lui aussi en fait son futur mari c'était son meilleur ami à lui. Et ils formaient un trio un peu particulier et il a beaucoup de mal à s'en remettre. Mais lui il aime Grey depuis des années et il lui a jamais dit jusqu'à ce qu'un jour en fait 2 ans après la mort de son fiancé, elle l'apprenne et elle veut pas elle veut pas le perdre et en même temps elle ne sait pas si elle est capable de passer à autre chose qu'à de l'amitié avec lui.
Et voilà, il y a tout un truc. Je vous en parlerai plus la prochaine fois. Je voulais juste vous donner envie parce que c'est un bouquin qui est super chouette, qui peut conquérir si on veut. Juste avec son résumé, j'avais juste envie de vous, voilà, de vous le partager, même si j'ai oublié le nom du garçon. Ça commence par un J et je n'arrive vraiment pas à le retrouver. Je vais le mettre là. Mais voilà, c'est frustrant. Enfin voilà, c'était le dernier bouquin que j'avais à vous présenter. Et voilà, après ce super trou de mémoire, c'est enfin la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de toutes ces lectures que j'ai faites, ces nombreuses lectures, ces nombreux bouquins que je vous ai présentés. S'il y en a que vous avez déjà lu, par exemple comme l'Iliade, si vous l'avez déjà lu sous un autre format, n'hésitez pas à me le dire, ce que vous en avez pensé, si vous pensez que c'est une bonne idée de faire une version illustrée. Voilà. N'hésitez pas, on échange. C'est avec plaisir que je vous lis. J'ai pas encore répondu aux derniers commentaires de la dernière fois, j'ai pris du retard parce que j'ai été malade. Et vous me faites des longs commentaires parfois, ce que j'aime beaucoup, mais du coup il faut que je mette sur l'ordinateur pour vous répondre. Merci beaucoup de continuer à me suivre, merci beaucoup d'être toujours plus nombreux à me rejoindre. Bienvenue aux petits nouveaux. Et du coup, je vous souhaite d'excellentes lectures pour le mois de septembre. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu aussi au mois d'août, ça sera avec plaisir qu'on échangera là-dessus. Et voilà, je vous souhaite plein de rêves, qu'ils soient en mots ou non, et je vous fais plein de poutous.